Bonjour à toutes et tous. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer le webinaire, histoire que tout le monde ait le temps de se connecter. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Pour rappel, vous avez du coup la possibilité de revisualiser donc tous nos webinaires qui sont sur la chaîne YouTube et également sur notre site internet. On va encore attendre un petit peu, histoire que tout le monde arrive. Ok, on va attendre encore 30 secondes et puis on va démarrer. Ok, je vois que le nombre de participants n'a pas évolué, donc on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue du coup à toutes et tous donc pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons discuter donc sur la partie gestion de couple des moteurs Unitronics. Donc, je vais me présenter dans un premier temps. Donc, je suis Cyril Bizard, donc ingénieur au support technique donc de PL System et responsable motion donc de la gamme moteur Unitronics. N'hésitez pas à me dire si tout le monde m'entend bien et si vous visualisez tout correctement. Donc, sur nos produits, la gamme Motion est disponible sur deux de nos gammes. Donc, la gamme Vision, vous pouvez visualiser sur votre gauche et la gamme Unistream sur votre droite. Donc, la gamme Vision se programme avec le logiciel VisiLogic et la gamme Unistream avec le logiciel Unilogic. Donc, sur ces produits, dans tous les cas, il y a trois types de mouvements qui sont possibles. Donc, le mouvement en position, donc c'est un mouvement pour aller d'un point A à un point B. Donc, vous donnez la consigne en position, votre consigne de vitesse et votre consigne en accélération, décélération. Quand vous lancez le mouvement, vous circulez donc d'un point A jusqu'à un point B. Le deuxième type de mouvement, c'est un mouvement en vitesse, où là, qui est plus pour tout ce qui est axe rotatif, plateau tournant, par exemple, où vous allez juste donner donc la consigne de vitesse et consigne d'accélération et décélération. Donc, une fois que le mouvement est lancé, la seule façon de l'arrêter, finalement, c'est d'utiliser en fait la fonction stop donc de nos variateurs. Et donc, le dernier donc, type de mouvement, c'est le mouvement en couple, celui dont nous allons discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que le mouvement en couple? Donc, c'est l'application d'un couple d'une force sur un élément extérieur. Donc, cet élément extérieur peut être aussi assimilé donc, à un système mécanique. Pour exemple, vous avez donc ici sur votre gauche de la présentation donc une clé dynamométrique, pardon, donc qui va souvent servir donc dans la partie mécanique, aussi dans la mécanique auto, donc pour serrer un écrou, une vis à un couple donné. Et également donc sur votre droite, donc là c'est plutôt un couplemètre donc numérique qui est là directement mis sur un arbre moteur qui va permettre donc en temps réel d'avoir le couple qui est exercé par le moteur. Donc derrière, soit pour faire des mesures ou par exemple pour faire de la gestion de couple, comme pour nous aujourd'hui. Il y a différents types d'applications donc dans l'industrie aujourd'hui qui sont possibles. Donc notamment pour la plus connue, généralement, c'est le vissage à un couple donné de différents contenants. Ici, là, vous avez une machine où vous avez un récipient, donc un contenant où le bouchon va être vissé donc au couple, là, le bouchon vert que vous pouvez visualiser. Donc le contenant est maintenu fermement et derrière, vous venez visser au couple le bouchon vert. Donc c'est aussi valable pour des bocaux dans l'industrie agroalimentaire, également sur des parfums. Pourquoi cette utilisation? C'est pour que l'utilisateur final, finalement, n'ait pas de difficultés particulières pour ouvrir derrière son bocal, son parfum. Vous avez également la possibilité donc, de rencontrer des applications style banc d'essai de vérin, où là, vous allez rentrer un vérin donc jusqu'à un couple défini. Vous avez également donc le vissage d'écrou, donc sur une turbine de moteur d'avion, par exemple, où là, visuellement, là, ce qu'on voit, c'est une roue où quand vous allez chez le mécanicien, vous allez avoir donc le mécanicien qui a une clé à choc et qui va donc visser votre écrou sur la roue à un couple donné. Pourquoi on fait ça? C'est pour que derrière, l'utilisateur, s'il doit démonter sa roue, qu'il puisse le faire sans outils. Enfin, sans outils, on va dire, électriques.
Également des bancs d'essai de déformation de pièces. Vous allez avoir par exemple là 2 exemples, un banc d'essai donc en déformation, donc du coup en torsion, où là vous allez appliquer un couple pour tordre la pièce. Généralement, c'est utilisé, vous allez relever ces mesures-là, donc toutes les mesures du couple. Une fois que la pièce est déformée, vous avez relevé toutes vos mesures, vous savez que votre pièce est capable de résister jusqu'à tel couple en torsion. Et sur celui de droite, bah, c'est plus là pour calculer, pour vérifier donc le même type comment dire, de calcul, mais là, ça va être plus en élasticité donc de la pièce. Vous allez essayer d'étirer la pièce, par exemple, ou de la compacter. Et quand la pièce rentre en déformation, et le couple précédent, vous savez que la pièce est capable de maintenir ce couple-là. Dernier exemple, donc des bancs d'endurance, donc d'ouverture ou de fermeture de porte. Je pense que vous avez déjà tous vu pour pas les nommer, mais Ikea, où vous allez voir du coup un banc qui va vous montrer l'ouverture, la fermeture donc de tiroirs, de portes. Et ça, c'est fait sur des dizaines et des dizaines d'heures. Pour l'industrie automobile, par exemple, vous avez le même type d'application sur une portière ou sur l'ouverture et la fermeture de coffres. Donc, on va maintenant aborder donc les différents blocs qui sont disponibles. Donc, je vais aborder donc la partie unilogique, donc pour la gamme Unistream, où on a 3 blocs disponibles pour justement utiliser notre gestion de coût. Le premier bloc, c'est le bloc qu'on appelle le MC Torque Control, où là, vous allez appliquer un couple donc en dixième de pourcentage donc du couple nominal du moteur. Donc, le bloc que vous voyez là, il s'appelle bien MC Torque Control. Vous lui donnez un nom et vous avez donc 6 paramètres en entrée et 6 paramètres en sortie que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Je vous expliquerai ensuite sur la partie pratique pourquoi vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Sur le deuxième bloc, c'est le MC Apply Torque, où là, vous allez donc appliquer pareil donc un couple. Donc, et généralement, c'est en Newton-mètre, mais ça va être surtout l'unité que vous allez définir dans votre projet au niveau de la partie axe. Je vous montrerai également où vous pouvez changer cette unité-là. Donc ici, c'est le même principe. Le bloc est nommé, 6 paramètres en entrée. Et là, par contre, vous avez 8 paramètres en sortie. Et le dernier bloc, donc là, qui est réservé donc pour les axes linéaires, donc il s'appelle le MC Apply Force. Donc là, c'est une application donc, en Newton. Et donc, du coup, pareil, donc avec 6 paramètres en entrée, 8 paramètres en sortie. Donc, pour la deuxième gamme, donc la gamme Vision, là, on va utiliser le logiciel VisiLogic. Du coup, sur ce logiciel-là, vous avez un bloc unique qui est disponible, c'est le MC Torque, où là, vous allez appliquer donc votre couple en dixième de pourcentage donc du couple nominal du moteur. On va maintenant passer à la partie pratique. Donc l'application, je vais vous la présenter brièvement là, sur 2-3 mots. Donc nous avons un chariot qui est présent donc, sur un axe linéaire. L'idée, ça va être de lui demander de partir sur un couple donné, donc environ 20% donc, du couple nominal. Il va arriver, donc du coup, comme c'est un axe linéaire, en butée. En butée, le couple va commencer à monter. Une fois que j'aurai atteint donc, mon couple que je lui ai demandé, donc c'est 20% du couple, et du coup, je vais attendre 3 secondes. Quand les 3 secondes seront terminées, j'arrête mon mouvement en couple et je lui demande, après un petit délai d'attente d'1 seconde, de revenir à son point d'origine. Bien évidemment, son point d'origine, je l'aurai défini au préalable, donc en faisant un prise d'origine. Donc, je vais vous montrer tous les blocs que nous allons utiliser. On va passer maintenant sur la partie donc unilogique. Du coup, je vais switcher, je vais prendre un petit peu de temps, le temps de switcher donc mon écran. Normalement, vous devez visualiser, si je ne dis pas de bêtises, donc le logiciel unilogique. Pour le moment, je vais rester donc sur la caméra donc chez nous, sur moi, et je vais vous présenter le logiciel. Donc là, nous, on est parti donc, sur un automate, donc Unistream, un US5 B5B1, que vous pouvez visualiser ici. Je vais rajouter donc son port de communication. Pour rappel, donc notre gamme Motion, vous pouvez communiquer et en Ether 4 et en CAN Open. Aujourd'hui, nous allons utiliser la partie CAN Open. Donc voilà, je viens sélectionner donc sur la boîte à outils mon UAC CX01 CAN. En double-cliquant dessus, ça me le rajoute directement ici. Derrière, je vais aller sélectionner donc
mon drive. Donc là, je descends sur la partie Motion Drive, cerveau, puis cerveau drive. À noter que vous êtes toujours dans la configuration matérielle. Ici, j'ai mon type de drive, donc les UMD B3, c'est les drives, donc du coup, CanOpen. Je double-clique dessus, ça va me le rajouter dans ma fenêtre ici. J'ai la possibilité donc de le renommer. Moi, je vais le nommer donc Drive Chariot. Ici, c'est un UMD B3. Les seules choses qu'il va falloir paramétrer maintenant, ça va être l'ID CanOpen ici. Du coup, moi, je lui dis ID numéro 2. Et là, je vais sélectionner le type de moteur. OK. Donc, moi, ça va être un moteur B4 aujourd'hui. Et une fois que je vais cliquer sur la partie moteur, ça va me sélectionner. J'ai la possibilité de sélectionner n'importe quel type de moteur B4. Aujourd'hui, nous allons utiliser un 400 watts codeur absolu, donc un 4BAB4. Une fois que le moteur, vous l'avez sélectionné, vous avez la possibilité de visualiser en fait ses propriétés. Donc, par exemple, ici, la résolution du codeur, 23 bits, le type de codeur qui est utilisé, donc un codeur absolu, son couple nominal, donc qui est d'1,27 Nm, couple maximal, et ici, la vitesse donc, nominale du moteur, 3000 tours minute, et sa vitesse maximale. Je vais maintenant, du coup, passer sur la partie configuration donc, de l'axe. Donc là, je vais mettre un petit peu de place pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Je vais sur la partie donc Motion. Donc c'est un onglet qui se situe juste en dessous de la configuration hardware. Je clique sur Axe. Et du coup, là, je vais ajouter un nouvel axe. Donc, quand je clique dessus, il me met axe 1. J'ai la possibilité également de le renommer. Donc moi, je vais l'appeler Chariot. Et là, je vais associer, donc dans la partie drive, j'ai associé le drive que j'ai précédemment créé. Donc ici, on voit bien que j'ai mon drive chariot qui est disponible. Je vais cliquer ensuite sur le chariot. Vous devez pouvoir visualiser qu'il est en surbrillance bleue. Je clique dessus et là, c'est ici que vous allez pouvoir programmer toute la partie mécanique qui est derrière votre axe. Aujourd'hui, nous n'allons pas en programmer particulièrement pour un gain de temps et pour une simplicité également, mais sachez que vous avez la possibilité de rajouter votre réducteur, de rajouter l'actionneur linéaire, de rajouter un actionneur rotatif en fonction du type d'application que vous avez. Pour information, l'actionneur linéaire est obligatoire si vous voulez utiliser donc le mouvement MC Apply Force. Si vous ne l'utilisez pas et que vous utilisez dans votre programme plus tard le Apply Force, il vous générera une erreur lors de la compilation. Vous avez donc ensuite, ici, vous allez voir, vous pouvez utiliser mettre un profil Motion. Nous, on va utiliser le trapézoïdal. Sachez que vous avez aussi le type courbe S. On va en parler juste derrière sur la partie programmation. À quoi ça sert exactement? Donc, c'est pour avoir des accélérations et décélérations un peu plus faibles et éviter des mouvements de saccade à cause de l'inertie donc de votre système mécanique. Et là, vous allez définir donc à peu près tout ce qui est accélération, décélération maximale, vos vitesses maximales, quand est-ce que vous allez rentrer en erreur sur la position, ce genre de choses. Et ici, donc sur la partie donc, torque option, ce qui va être intéressant, aujourd'hui, moi, je fonctionne en couple et là, mon unité est en dixième de pourcentage de couple nominal. Dans tous les cas, si vous utilisez le mouvement torque contrôle, c'est cette unité-là qui est choisie. Par contre, si vous utilisez le bloc MC Apply Torque, l'unité que vous allez définir ici est importante parce que c'est elle qui va définir votre bloc derrière. Donc, moi, si vous définissez Newton-mètre, ce qui est généralement ce que vous allez faire, ou par exemple, si vous êtes sur un projet peut-être en Angleterre ou aux États-Unis, où là, vous allez passer sur une unité en livres par inch. Donc là, nous, on ne modifie rien. Et la partie homing, où là, la méthode 35 qui dit, donc ça, c'est une méthode standard. La méthode 35 dit, au point où je suis actuellement, si je fais ma prise d'origine, je remets en fait mon codeur. Là, je suis à 0. Donc, on va maintenant basculer donc, sur la partie programme. Donc, l'ADER. Ici, j'ai pris un petit peu d'avance. Du coup, j'ai des commentaires qui sont déjà affichés pour guider un petit peu et pour nous guider. Donc, dans un premier temps, je vais mettre tous mes blocs de fonctions. Donc, vous allez dans la boîte à outils qui se trouve à droite, ou le toolbox en fonction de la langue de votre logiciel, la partie Motion Control. Et là, on va venir ajouter tous les blocs donc, qui vont nous permettre de faire bouger notre axe à la fin. Donc, le premier bloc est le plus important.
le MC Power. Le MC Power, c'est ce qui va nous permettre de mettre la puissance sur le variateur. À savoir que sur tous les blocs de motion, vous êtes obligé de leur donner un nom et le nom doit être du type du bloc que vous utilisez. Donc, par exemple, ici, j'utilise un MC Power. Du coup, je dois nommer ce bloc et je dois lui dire qu'il est de type MC Power. J'ai gagné un petit peu de temps en prénommant mes blocs du même type. Pourquoi moi je les appelle pareil? Parce que ça me gagne en simplicité et c'est plus simple après pour moi de les retrouver. Mais j'aurais très bien pu l'appeler bloc puissance, par exemple. Ici, si je vais dans les propriétés, vous voyez que mon bloc ici, je l'appelle MC Name et il est du type MC Power. Enfin, MC Power, pardon. Le name, c'est MC Power et il est du type MC Power. Donc ensuite, le paramètre A, généralement, sur tous les blocs motion, ça va être l'axe que vous avez créé. À quel axe est associé? Moi, j'ai un seul axe. Le jour où vous avez plusieurs axes, il va vous proposer tous les axes que vous avez créés. Donc moi, je lui dis que ça va être, il est associé à l'axe chariot. Et ici, quel bouton, entre guillemets, va permettre d'actionner ce bloc? Bah, moi, j'ai créé tous mes boutons en avance. J'ai utilisé le BP puissance. C'est ce bouton-là qui va me permettre de mettre la puissance sur mon variateur. Ensuite, je vais mettre donc, ma prise d'origine, bloc prise d'origine, donc le MC Home. Toujours pareil, je viens nommer donc du coup mon bloc de fonction. Je l'ai appelé pour de la simplicité, pardon, MC Home du type MC Home. Je viens l'associer à l'axe en question, chariot. Et du coup, pareil, le paramètre B, ça va être le bouton qui va me déclencher et qui va me permettre de déclencher ce bloc. BP prise origine pour de la simplicité et de la compréhension. Le paramètre C, ici, moi, il est à 0. C'est au moment où je vais faire ma prise d'origine, il va prendre cette valeur-là. Donc ici, 0. Admettons, vous voudriez faire sur votre système mécanique, vous avez un offset. Votre 0 n'est pas vraiment à 0, mais il est par exemple à 50 ou à 100. Vous avez la possibilité, quand vous allez faire votre prise d'origine, de lui dire, bah là, tu es à 50. Donc, quand je vais exercer ce bloc-là, je ne serai plus à 0, mais je serai à 50. Aujourd'hui, nous, on va le laisser à 0 pour de la compréhension et de la facilité. Ne pas oublier, du coup, j'ai mon bit ici, mon bloc s'active ici, comme vous pouvez le constater, sur un front montant. Donc, ce front montant-là, vu que je vais le setter dans mon écran, il ne faut pas oublier de le resetter. Deux choix pour ça. Soit vous le resettez directement dans le ladder comme je le fais aujourd'hui. Donc, derrière le bloc, je reset mon tag ici. Ou la deuxième possibilité, je vous montrerai après coup, de le resetter directement sur l'écran. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de resetter toutes mes variables ici directement dans mon ladder. Je vais également, donc, derrière, je change de bloc. La partie arrêt moteur, donc important parce que quand mon couple sera atteint et que j'y serai resté pendant 3 secondes, je vais devoir arrêter mon moteur. Et ça va être fait à l'aide du bloc MC Stop. Toujours pareil, mon bloc, je l'ai appelé MC Stop de type MC Stop. Donc là, si je retourne dans les propriétés, voilà, j'ai mon petit bloc ici, tous les types. Et là, si vous descendez, c'est juste à titre d'explication, vous allez voir tous les types qui sont disponibles, notamment sur les mouvements motion. Voilà. Je l'associe toujours donc, à mon axe, donc le chariot, ici. Derrière, le bouton qui va exécuter en fait l'arrêt de mon moteur. Donc moi, je l'ai appelé BP Stop. Et ici, le jerk. Qu'est-ce que le jerk? Le jerk, c'est une variable, en gros, c'est la variable qui va permettre d'être gérée quand vous êtes en mouvement de type courbe S. Nous, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Donc, cette variable-là, je peux la mettre à 0. Elle est uniquement utilisée quand votre profil motion est de type courbe S. Donc là, aujourd'hui, nous, ça ne nous intéressera pas. Je vais ensuite, derrière, comme pour mon bloc prise d'origine, resetter donc ma variable ici, mon tag BP Stop, histoire qu'elle soit bien resettée, que je puisse réutiliser mon bouton autant de fois que je le souhaite. Derrière, je vais utiliser donc maintenant le bloc motion du reset drive. Alors aujourd'hui, on n'en aurait pas spécialement besoin. L'idée, c'est que dans votre projet, dans vos futurs projets, le MC Reset est intéressant et important parce que ça vous permet, donc si vous avez une alarme sur votre drive, de pouvoir resetter cette alarme sans ouvrir forcément l'armoire électrique. On sait tous que du coup, sur site, les personnes qui ne sont pas forcément habilitées ne vont pas pouvoir resetter le drive. Ça va éviter peut-être dans un
premier temps de déplacer la maintenance. Donc, je l'associe également donc, du coup à mon axe chariot. Et derrière, toujours pareil, mon bouton qui va activer ce bloc-là, pour moi, BP Reset. Je vais également donc, resetter donc, ce tag-là. Derrière, je l'associe ici. Prochain mouvement, le mouvement manuel. Pourquoi j'utilise un mouvement manuel aujourd'hui? C'est juste pour vous montrer au départ que mon moteur bouge correctement. Je vais pouvoir faire un plus, un moins, que mon moteur est actif. Donc, c'est toujours pareil. Je viens nommer mon bloc MC Jog pour la compréhension, la facilité, de type MC Jog. Je viens l'associer donc à mon axe chariot. Ici, paramètre B, ça va être mon jog forward. Donc là, mon déplacement dans le sens positif. Donc moi, j'ai créé un bouton BP Manu plus. Et là, le paramètre C, jog backward, donc dans le sens négatif, BP Manu moins. Ici, j'ai différents paramètres. Donc le D, ça va être le paramètre, la consigne de vitesse. EF, c'est accélération, décélération. Ces paramètres-là, généralement, sur certaines applications, on peut mettre des constantes, comme c'est fait là aujourd'hui. Ça évite de changer ces variables-là et d'assurer une certaine sécurité lorsqu'on est en mouvement manuel. Aujourd'hui, nous, on s'en moque un petit peu. Donc, je vais lui mettre une consigne, donc du coup, pour la vitesse, et ici, une consigne pour l'accélération et la décélération. Aujourd'hui, je fais le choix d'avoir la même consigne pour l'accélération et la décélération. Sachez que vous pouvez avoir des consignes différentes. Vous pouvez avoir une accélération plus forte qu'une décélération où vous allez dire, bah voilà, mon moteur, mon système mécanique a besoin que je m'arrête doucement. Et le paramètre, donc le G, qui est le GR, comme on ne l'utilise pas, moi, quand c'est une variable que je n'utilise pas, j'aime bien la mettre à 0. On va continuer donc du coup sur le prochain mouvement, mon mouvement absolu. Pourquoi je vais utiliser un mouvement absolu aujourd'hui? Parce que quand j'aurai atteint mon couple et que j'y serai resté 3 secondes, l'idée c'est de lui dire tu reviens à 0. Pour faire ça, je vais utiliser mon move absolu. Donc ici, je nomme toujours pareil donc, mon bloc avec un MC move absolu pour ma compréhension. Je l'associe donc à mon axe chariot et derrière le bouton qui va me permettre du coup d'activer ce mouvement. Donc le BP Move Apps chez moi. Ici, vous avez donc la partie donc, derrière où vous allez avoir ce qu'on appelle le paramètre C qui est Continuous Update. Ici, quand vous activez un mouvement absolu, si ce paramètre-là est à 1 et que vous changez votre vitesse au cours du mouvement, le mouvement va s'adapter. Du coup, il va soit accélérer, soit décélérer en fonction de la vitesse, si vous avez demandé une vitesse plus rapide ou moins rapide. Mais l'idée, c'est que le mouvement, même si vous êtes en cours de mouvement, il va s'adapter aux paramètres que vous allez mettre. Donc, nous, on va le garder, même si aujourd'hui, on ne l'utilisera pas. Et ici, la consigne de position, ça, généralement, c'est quelque chose qu'on met une consigne variable. Et ici, pareil, j'ai la possibilité de mettre ma consigne donc, de vitesse, accélération, décélération. Donc là, je vais les rajouter. Ma consigne de vitesse, ma consigne d'accélération, de décélération. Pareil que sur le mouvement manuel, j'utilise la même consigne pour l'accélération ici et pour la décélération ici. Donc, à savoir, il vous met un petit warning ici. Si vous mettez 0, c'est forcément le paramètre qui est mis dans l'accélération qui va être utilisé. Et là, on a donc la partie GR. Comme je vous ai dit précédemment, je ne l'utilise pas, donc j'aime bien le mettre à 0. Là, je vais également remettre resetter donc le tag qui me permet donc d'activer mon mouvement. Donc là, c'est pour justement pouvoir relancer un mouvement si j'avais besoin. Et derrière, je vais utiliser donc mes MC Read. Donc les MC Read, qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de connaître mes valeurs donc, de coupe, de position et de vitesse en temps réel. Pour ça, j'utilise des blocs qui s'appellent MC Read. Donc comme je veux lire 3 valeurs, je vais utiliser 3 blocs. 3 blocs MC Read. Le premier, du coup, read position, je vais l'associer forcément donc, à mon axe. Le paramètre B, il me dit à quel moment souhaitez-vous lire cette valeur. Moi, je vais lui dire, je veux le lire tout le temps, en temps réel. Donc là, je mets cette valeur-là à 1. Ça veut dire que je lirai cette valeur tout le temps. Ici, il va me demander le numéro du paramètre. Pour retrouver ce numéro de paramètre facilement, vous allez dans vos variables globales. Donc ici, vous avez un petit onglet qui s'appelle Global.
vous allez chercher le nom de votre axe. Donc, moi, je l'ai nommé, si vous vous souvenez, chariot. Du coup, ici, j'ai mon chariot. Je clique sur mon type d'axe ici, donc Motion Axis. Derrière, j'ai toutes mes variables qui sont de mon axe et je vais lui dire, cherche-moi les variables qui s'appellent actual. Je vais avoir actual position, actual velocity qui va m'intéresser, actual torque. Chaque paramètre est identifié ici. L'ID du paramètre, par exemple, pour la position, c'est 1007. Pour la vitesse, c'est 10. Pour le couple, c'est 1019. Donc ici, je vais rentrer en fait mon paramètre 1007 parce que là, je vais lire ma position. Mon deuxième bloc, ce sera mon couple. Donc je l'associe à mon axe. Je lui dis, je veux le lire tout le temps. Et là, du coup, mon couple, c'est 1019. Donc je vais lui dire, tu lis 1019. Ici, c'est ma vitesse. Je l'associe à mon axe. Je lui dis, je veux le lire tout le temps. Et derrière, le numéro de paramètre, c'est 10 pour la vitesse. Donc là, je lui mets 10. Donc là, toutes ces valeurs-là, je vais pouvoir les lire en temps réel. Maintenant, je continue. On va s'intéresser maintenant à notre bloc de mouvement en couple. Ici, vous avez vos 3 mouvements qui sont disponibles. Le Apply Force qui est uniquement valable quand vous utilisez un actionneur linéaire. Le Apply Torque qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Et le Torque Control. Le Torque Control, donc je viens prendre mon bloc ici. C'est le même principe que sur tous les autres blocs de Motion. Je viens nommer mon bloc de type MC Torque Control. Je l'associe à mon axe. Le paramètre B, c'est le bouton qui va me permettre donc de gérer en fait mon mouvement, donc le BP contrôle torque. Et derrière, je lui dis pareil que sur l'autre mouvement, j'ai la possibilité de mettre à jour, on va dire en temps réel, les données. Je le laisse à 1 parce que ça m'intéresse, même si je ne l'utiliserai pas. Ici, le couple que je vais définir. Donc moi, je vais lui dire, ça, c'est la consigne de mon couple. Et ici, la rampe. La rampe, c'est hyper important. Si vous mettez une rampe à 0, pas de mouvement. Donc là, moi, je vais lui associer aussi ma rampe. C'est une consigne que j'ai mise. Et le dernier paramètre, c'est la direction. Donc la direction, ici, je lui ai mis une variable. OK. La variable direction, sachez que quand cette valeur est à 0, vous allez dans le sens positif. Si direction est égale à 2, vous allez dans le sens négatif. Et si cette variable est égale à 3, ça veut dire que c'est le dernier mouvement qui dira dans quelle direction vous allez. Si vous étiez déjà en direction négative, eh ben vous réutiliserez la direction négative. Si vous étiez dans le sens positif, ce sera dans le sens positif. Je vais également donc resetter mon tag que j'ai utilisé pour déclencher le mouvement, comme j'ai fait depuis le début. Donc là, le BP contrôle torque, je le reset ici. Maintenant, la 9e ligne, c'est à quel moment je vais m'arrêter. Donc, je vais m'arrêter quand ce bloc-là sera au couple. Là, vous avez une valeur ici qui s'appelle INTORQ, donc en gros, qui veut dire en couple. Donc, cette valeur-là passe à 1 quand j'ai atteint le couple que je vais demander en consigne. Moi, je vais l'utiliser, cette valeur-là. Donc, du coup, ces paramètres-là, pourquoi ils ne sont pas obligatoires? Parce qu'en fait, à partir du moment où que le nommage du bloc est obligatoire, toutes ces données-là sont reprises dans le bloc MC Torque Control. Là, si je vous regardez, si on va taper MC Torque Control, je vais rentrer dans le bloc ici et vous avez toutes ces variables-là qui sont disponibles. Donc là, vous voyez InTorque, BUSY, Active, Command Aborted. Et si on se met dessus, vous allez voir InTorque, BUSY. Là, vous avez quand votre bloc est actif, donc ça pourrait vous dire, vous utilisez cette information-là pour justement empêcher un autre bloc d'être activé, etc. Et donc, toutes ces variables-là sont récupérables sur le MC Torque Control. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais en profiter et je vais l'utiliser. Ça ne me sert à rien de créer un tag en plus. Donc là, je vais utiliser MC Torque Control. Je clique sur MC Torque Control et je vais chercher ma variable InTorque. Derrière, je vous ai dit qu'on allait attendre 3 secondes pour que mon couple soit atteint, histoire que vous visualisez bien que le couple est atteint. Donc là, je vais dans les timers, je vais prendre un timer T-on. Donc, je vais chercher donc, ma variable temps en couple que j'ai précédemment créée. Donc, je l'ai dite. Là, je l'ai appelé temps en couple, timer. Et là, vous voyez, je l'ai mise à 3 secondes. Le power value, donc de base, elle est créée
à 3 secondes. Donc là, OK. Une fois que cette valeur-là, j'ai atteint mes 3 secondes, je vais avoir besoin, en gros, de ma sortie de mon timer. Donc là, je vais chercher temps au couple et ma sortie, c'est point out. Une fois que là, les 3 secondes sont atteintes, cette variable-là passe à 1. Donc, du coup, c'est ce qui va m'actionner la suite de mon mouvement. Qu'est-ce que je fais derrière? Eh ben, je lui dis que j'ai fini mon mouvement en couple. Donc là, je vais setter un bit intermédiaire fin mouvement couple et je vais lui dire attention, il faut que tu arrêtes aussi le mouvement. Pour l'arrêter, je vous rappelle qu'on va utiliser le bloc MC stop. Du coup, là, je vais lui dire set BP stop. Du coup, d'où l'intérêt ici d'utiliser le reset dans le ladder. Parce que derrière, ici, mon bouton va être reseté tout de suite. Enfin, mon tag, pardon. Donc là, cette ligne-là est bonne, elle est validée. La prochaine ligne, donc là, j'ai dit, je suis arrivé en butée, j'ai atteint mon couple, j'ai tenu 3 secondes. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je veux que tu reviennes, du coup, à 0. Pour ça, je vais utiliser donc mon bit intermédiaire que j'ai appelé fin mouvement couple. Pardon. Ici, une fois que j'ai fini mon mouvement, je lance une autre temporisation. Donc là, attente retour. Ce timer, je l'ai mis à 1 seconde. On va attendre 1 seconde. Et quand j'ai atteint cette partie-là, bah, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais chercher ma sortie de mon timer et je lui dis, maintenant, tu m'envoies la consigne retour à 0. Donc là, je lui dis, tu me mets 0 dans ma consigne de position. Et du coup, derrière, je lance mon mouvement. Comment je fais pour lancer mon mouvement? Ben, je set, du coup, mon BP move absolu. Et justement, pour être propre et pour utiliser correctement mon programme, je vais bien évidemment resetter ma variable à la fin, fin mouvement couple. À titre d'information, j'envoie la consigne de position à mon bloc de mouvement absolu. Je pourrais également très bien envoyer la consigne de vitesse et d'accélération. Pourquoi aujourd'hui je ne le fais pas? Parce que ces consignes-là, je les ai déjà setées au démarrage de l'automate. Donc du coup, si je viens sur mes consignes ici, la consigne vitesse, je l'ai setée à 5 au démarrage de mon automate et la consigne d'accélération, décélération est setée à 25. Pourquoi je le fais? Parce que ça peut arriver souvent. Vous envoyez votre programme, vous n'avez pas seté ces consignes-là et du coup, vous essayez d'activer votre mouvement ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas mis soit de vitesse, d'accélération ou de décélération. Donc là, notre programme est terminé. Maintenant, je vais associer donc tout ce que j'ai créé, tous les boutons que j'ai créés, je vais les associer sur mon écran. Écran que j'ai précédemment créé pour gagner un peu de temps. Pour ceux qui auraient un petit peu plus de difficultés pour utiliser cette partie-là, n'oubliez pas qu'on a d'autres webinaires où on parle justement de la création de ces variables et de ces écrans-là. Donc là, je vais associer donc du coup sur la partie couple, je vais associer donc ma consigne de couple ici. Je vais donc associer ma rampe de couple ici. Je vais associer donc ma consigne de vitesse ici. Ma consigne d'accélération et de décélération, parce que c'est la même. Ici, sur mon bouton couple, c'est ce qui va me permettre de lancer mon mouvement. Donc là, dans les actions, je vais lui dire, tu sets le BP contrôle torque. Et c'est ici, finalement, si vous vouliez en fait setter et resetter votre bouton, vous pourriez faire. Donc, vous utiliseriez cette fonctionnalité ici en faisant un reset. Je mettrai mon bouton comme ça et là, je viendrai au relâchement, je reset mon bouton. Mais moi, je préfère le faire dans le ladder parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple étant donné que je vais pouvoir setter des actions externes à mon écran. Et derrière, j'ai ma petite LED ici que je vais activer quand je vais être au couple. Donc ici, dans mon lien, là, je vais aller chercher mon MC Torque Control en couple. Donc, dès que j'aurai atteint mon couple, cette LED-là va passer au vert. Ici, mes 3 valeurs, c'est mes valeurs en fait en temps réel, donc de position, vitesse et couple. Donc, pour les afficher, là, je vais aller chercher donc la valeur directement sur le nom de mon axe. Je vous rappelle que j'ai appelé chariot.
Donc là, je vais chercher chariot, actual, et du coup, là, je vais chercher donc ma position, actuelle position. Attention, quand vous allez lire la position en temps réel, il faut absolument cocher ici la partie read only. Si je la coche pas, vous êtes en rouge. Ça va générer une erreur. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas écrire la valeur. Ce sont des valeurs qui sont uniquement en lecture seule. Donc, je recoche bien. Ici, je fais la même chose donc, avec ma vitesse. Donc ici, je viens sélectionner chariot, je viens commencer à taper actual et je vais chercher ma vélocité. Donc ma vélocité qui est la vitesse. Le couple, du coup, même principe. Je tape chariot, je vais chercher mon couple, actual torque. À titre d'information, pourquoi j'ai un petit warning ici? C'est parce que les valeurs qui sont mises actuellement, elles sont trop grandes. Nous, on s'en moque un petit peu parce que elles tiendront dans mon carré. Ici, maintenant, je vais associer donc l'action. Donc là, ça va être un télérupteur que je vais utiliser. Donc télérupteur en français et toggle bit, du coup, en anglais. Où là, je vais mettre le BP, donc puissance. En gros, c'est quand je vais appuyer dessus, je vais changer l'état. Donc si je suis à off, je passe à on. Si je suis à on, je passe à off. Derrière, le jog donc en avant, où là, je vais associer ici deux actions. Pourquoi deux actions? Parce que là, comme je suis sur de l'appui et du relâchement de bouton pour du mouvement manuel, là, c'est important de choisir deux actions. Quand je presse le bouton, j'active mon bit et quand je relâche mon bouton, je reset mon bit. Donc ici, on choisit reset du bit au relâchement et set du bit quand je presse le bouton. Je fais exactement la même procédure pour le jog arrière, où là, je viens rajouter mes deux informations. Je vais chercher mon BP manu moins, mon BP manu moins ici, et là, je offset du bit, enfin, quand je presse mon bouton, je set le bit BP manu moins, quand je relâche le bouton BP manu moins, je reset le bit. Donc là, on est bon. Mon stop, si jamais j'en ai besoin. Donc là, pareil, l'action que je vais mettre, c'est juste un set de mon bouton BP stop. Le reset du drive ici, je fais exactement la même chose. Je vais chercher mon BP reset. Et là, la prise d'origine, où je vais chercher mon tag que j'ai précédemment créé, BP prise d'origine. Donc là, maintenant, en gros, mon programme est terminé. Je vais le charger donc dans l'automate. Donc, juste pour information, j'ai bien mis, parce qu'aujourd'hui, je suis en communication Internet, donc je vais bien associer une bonne adresse IP ici. Et du coup, pour que vous visualisiez on va dire l'écran, j'ai déclenché aussi le VNC, du coup, là, je l'ai autorisé. Ça, c'est des petites choses en plus. Maintenant, je vais dans la partie PLC. Je vais charger, donc, faire un download all. Là, il va voir si j'ai la connexion. J'ai bien la connexion. Je charge l'automate. Et moi, pendant ce temps-là, je vais changer la caméra. Et du coup, caméra et écran. Je vous demande 2 petites secondes. Donc, la webcam, je vais la basculer. Alors, pour information, vous avez la possibilité aussi de moduler la visualisation de la caméra. Parce que là, ce qui va être important, ça va être de visualiser plus la webcam. Donc, du coup, vous pouvez moduler et du coup, agrandir cette fenêtre-là directement, normalement, avec l'application. Voilà, je continue de charger. Et là, je vais mettre mon VNC. Je vais vérifier que niveau audio, comme je vais basculer sur l'autre webcam, que vous m'entendiez bien toujours. Donc là, je vais basculer. Donc voilà, je vais attendre juste un petit peu qu'on avance sur la compilation du projet pour relancer après ma connexion VNC. Voilà, donc là, normalement, c'est en train de charger. Je vais pouvoir relancer ma connexion VNC. Normalement, hop, vous devez pouvoir de nouveau visualiser la connexion VNC. Je switch le micro donc tout de suite. Hop.
tout le monde m'entend toujours bien. Donc là, vous avez donc la partie variateur. Actuellement, je suis en bébé donc sur mon variateur. Avant toute chose, je vous rappelle qu'on avait mis l'ID CanOpen numéro 2. Donc sur votre variateur, normalement, au départ, les paramètres usine, il est adressé en 1. Pour changer cette adresse-là, il va falloir que vous alliez sur le paramètre PN704. Les paramètres PN sont accessibles uniquement quand vous débloquez on va dire quand vous les débloquez. Et pour faire ce déblocage, vous êtes obligé d'aller sur le FN007. Donc là, si vous avez visualisé, moi je suis déjà dessus. Donc là, vous arrivez sur le FN07. Vous devez rentrer sur ce paramètre-là, donc en cliquant sur le bouton Enter, ça va vous afficher normalement -200. Là, la petite procédure, ça va être de faire haut, bas, bas, haut et de valider de nouveau. Vous retombez sur la partie FN07 et là, normalement, ça va vous débloquer vos paramètres PN. Ici, j'appuie sur M et j'arrive sur les paramètres PN. Donc, en l'occurrence, moi, je suis déjà sur le PN704, mais normalement, quand vous allez le faire pour la première fois, vous serez sur le PN00. Donc, moi, vous allez jusqu'au PN704, vous rentrez dedans. Aujourd'hui, c'est déjà configuré, mais moi, je suis à l'ID numéro 2. Pour changer cet ID-là, je vais me mettre comme ça. Vous cliquez sur le bouton Enter. Et si vous avez la possibilité, vous allez voir en dessous du 2, à droite, en bas à droite, vous avez une petite lettre qui va clignoter. Quand elle clignote, ça veut dire que vous pouvez changer l'ID, donc soit en montant, soit en descendant. Nous, on va rester à 2. Pour le valider, vous ressortez donc avec le bouton M. Si vous avez envie de vérifier que ça a bien été pris en compte, vous rentrez dedans. Le PN est bien à 2. Donc là, je vais revenir. Attention, quand vous changez ce paramètre-là, vous êtes obligé de redémarrer le drive normalement, donc de couper la puissance du drive et de la remettre. Nous, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que le PN, je ne l'ai pas changé finalement. Je vais rebasculer du coup sur mon écran, le temps de changer les micros. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Normalement, vous devez pouvoir visualiser donc l'axe toujours sur la webcam. Et donc, normalement, en plus petit, si vous avez modulé votre écran, vous allez voir l'écran VNC. Donc là, moi, je lui ai déjà rentré des consignes. Donc, le couple que je vais aller chercher, ça va être 20%. La rampe que je lui ai mise, c'est 2,5, finalement 2,5% du couple nominal pour que vous ayez une petite visualisation. Et comme je vais rentrer en fait en percussion avec la fin de mon axe, j'évite de mettre un trop gros couple et une rampe trop élevée. Donc là, j'ai choisi aussi mes vitesses, donc mes consignes de vitesse qui sont au démarrage du coup. Et là, vous voyez que mon axe, pour le moment, tout est à 0. Donc là, je vais passer donc mon drive en run. Vous voyez déjà qu'en fait, il est asservi parce que là, il maintient un petit couple. Et normalement, si vous visualisez, mon drive est passé en run. Si je veux, eh ben, je vais pouvoir faire du jog avant. Donc là, c'est vraiment du mouvement manuel. Donc là, comme vous pouvez le constater, je vais mettre ici, vous voyez que là, finalement, j'ai fait que 2 tours sur mon moteur. Je vais faire ma prise d'origine. Ici, quand je fais ma prise d'origine, je suis à 0 du coup. Et là, maintenant, je vais lui demander d'aller au couple. Donc, je vous rappelle, pour aller au couple, je clique sur ce bouton-là. Quand je serai au couple, je vais avoir mon petit voyant juste ici qui va s'afficher en vert pendant 3 secondes. Ça va couper derrière et après, je vais revenir à 0. Donc, on est parti. Je vais lancer mon couple. Voilà. Vous voyez que le couple augmente ici. Donc, je vais aller chercher jusqu'à un temps qui va monter. Hop, les 20%. Une fois que les 20% sont atteints, la LED est validée. Et ensuite, j'attends de nouveau une seconde et je reviens. Je vais le refaire pour que vous revisualisiez correctement. Donc là, on est reparti. Du coup, je relance mon couple. Là, je commence à l'augmenter en fonction de ma rampe. Je monte. Une fois le couple atteint, je valide les 3 secondes et je reviens en position 0. Donc voilà, là, on a du coup vu comment fonctionnait le mouvement en couple. Je vais maintenant, donc on va rebasculer sur la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Donc, on va attendre un petit peu quelques minutes, quelques secondes, le temps que vous puissiez poser vos questions. Et pendant ce temps-là, moi, je vais basculer du coup sur la présentation. Donc, du coup, n'hésitez pas, on va attendre un petit peu au niveau des questions. Et du coup,
n'hésitez pas. Pendant le temps que vous écriviez vos questions, n'oubliez pas que ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay donc sur la chaîne YouTube. Vous pourrez également, donc il sera disponible donc, également sur notre site internet. N'hésitez pas aussi à vous abonner du coup à cette chaîne YouTube et du coup également à nos réseaux sociaux, donc sur LinkedIn et sur Twitter pour suivre toutes nos actualités. Donc, je vois que les premières questions sont en train d'arriver. Alors, du coup, j'ai une demande. Donc, pourquoi les noms sont différents donc, sur les 3 blocs de lecture de paramètres? Je vais revenir du coup sur le hop, ici. Donc là, si je reviens ici, effectivement, j'ai mis 3 noms différents sur mes blocs de lecture. Donc, pourquoi j'ai mis 3 noms différents? Parce que du coup, si je mets le même nom, je vais me marcher un petit peu sur les pieds et du coup, ça ne va pas fonctionner comme je veux et je ne vais pas avoir le retour en direct de ce qui est position, couple et vitesse. Donc voilà, je vois qu'il y a une deuxième question qui est en train d'arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'on est valide du coup lorsque la consigne n'est plus atteinte? Je ne sais pas si vous avez remarqué, justement, je vais revenir donc sur la partie hop, ici. Si vous avez fait attention, le couple, on n'est pas forcément tout de suite à 20% quand la LED ici passe à 1. Pourquoi? Parce que derrière, on a un asservissement et cet asservissement fait qu'on est à 20%. Par contre, je n'ai pas le retour tout de suite, on va dire à la milliseconde près. On n'est pas capable d'afficher la milliseconde près. Du coup, physiquement et réellement, on est bien à ces 20%-là. Par contre, avec l'asservissement en direct, on a l'impression qu'on n'est pas encore au coup. Si je relance le mouvement pour que vous visualisiez bien, du coup, là, je monte à ma rampe. Là, vous allez voir la différence. Hop, et ici, j'atteins mon couple alors qu'on est peut-être à 16-17%. Réellement, on est déjà à nos 20%. Donc, on va attendre encore un petit peu, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. On va attendre encore 30-40 secondes avant de clôturer ce webinaire, s'il n'y a plus de questions. Donc voilà, on va clôturer ce webinaire. N'oubliez pas de nous retrouver donc sur notre chaîne YouTube, également sur notre site internet où vous pourrez retrouver donc et ce webinaire-là en replay, mais également tous les précédents. Également, vous pouvez vous abonner donc, pour suivre nos actualités donc, à LinkedIn et également à Twitter. Vous pouvez retrouver aussi notre catalogue interactif où vous retrouverez tous nos produits. Je vous remercie d'avoir suivi du coup ce webinaire et vous souhaite une excellente journée. Au revoir.